Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle classique flandrienne. C'est plus une semi-classique, mais moi je la considère vraiment comme une classique difficile. Cette épreuve, c'est Kuurne, Bruxelles-Kuurne. On va faire la présentation du parcours, bien entendu, et puis on donnerait mes favoris. Je donnerai également la liste de départ au moment où j'enregistre, c'est-à-dire que nous sommes jeudi, il est 15h26. Et puis on gardera la météo également sur cette épreuve et le programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori ou qui vous voyez peut-être en difficulté. N'hésitez pas à me donner également votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Juste après l'arrivée des courses, il y a les shorts sur YouTube, il y a également les TikTok. C'est pas la même chose à chaque fois sur TikTok et sur YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner également sur TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Kuurne, Bruxelles-Kuurne, c'est pas la classique la plus dure. Parce que la dernière heure de course est pas très compliquée sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne. C'est pas la plus connue en France aussi. Vous savez qu'on dit souvent le Het Nieuwsblad, Grand Prix au 3 en France, et forcément le Tour des Flandres qui reste la course la plus importante. Elle est un peu dans l'ombre de d'autres classiques, alors que moi je trouve que Kuurne c'est plus intéressant que Gand, par exemple, Wevelgem. Moi je préfère Kuurne par exemple en termes de parcours. C'est une course qui peut se décanter de loin sur les pavés et on peut avoir pas mal de monde qui revient dans la dernière partie de course. C'est pas rare qu'on ait des sprints à Kuurne, Bruxelles-Kuurne, mais souvent on a une course spectaculaire parce qu'il y a cette fameuse dernière heure et demie de course où il y a un peu moins de difficultés, où il peut se passer pas mal de choses parce que le dernier mont est loin de l'arrivée. Là, il y aura 68 km entre le dernier mont et l'arrivée finale. C'est un parcours très intéressant, soit un sprint décousu, soit arrivé en petit groupe, et c'est aussi un parcours intéressant parce que souvent c'est des monts qu'on n'utilise pas sur les autres classiques flandriennes. Il y a pas mal de monts, je pense le mont du hameau du mont Papin, je ne sais plus comment c'est dans quel sens, du côté de cette zone-là, ça n'est utilisé que par Kuurne. Il y a pas mal de difficultés qui ne sont utilisées que par Kuurne, et je trouve que le parcours des dernières années est toujours très intéressant. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours de cette édition 2024. Le parcours de cette édition 2024 de Kuurne, Bruxelles, Kuurne. Par rapport à 2023, quelques changements. Le début de parcours est modifié, donc avec une modification donc quasiment dès le départ, avec le Volkenberg qui fait son apparition, donc le secteur numéro 1, donc on n'a pas la même approche qu'auparavant. On a également le Leppelstraat qui remplace le Boenberg. Ça, c'est aussi une grosse différence. Donc, le Katteberg Holloweg sera remplacé par le Volkenberg et le Leppelstraat remplace le Boenbeek. Donc, c'est vraiment sur la première partie de course où là, il y a des petits changements parce qu'ensuite, la fin est assez similaire, mais ça change aussi le kilométrage. Vu que le Kruisberg étant le dernier secteur au kilomètre 135, et bien désormais il y aura 15 km de plus sans, on va dire, de grandes difficultés sur la fin de parcours, c'est-à-dire qu'on est à 68 km entre le Kruisberg et Kuurne, alors qu'avant on était plutôt à une cinquantaine de kilomètres, donc ça change également un petit peu la donne. Début de course, eh bien il y aura le Teigenberg, 1 km 1 à 2,8 de moyenne. Ça, c'est la première difficulté du jour. Ensuite, on continue avec le Volkenberg, donc cette nouveauté secteur pavé, mont pavé, 1 km à 4,8 de moyenne. On enchaîne au kilomètre 51 avec le Leppelstraat, 2 km 2 à 3% de moyenne. Et puis ensuite, ça va vraiment s'enchaîner dans le milieu du parcours qui est souvent là où c'est un petit peu compliqué. Alors on commence avec le Bossenerstraat, 1 km 3 à 5,2 de moyenne. Enchaîné ensuite avec le Berg Ten Hout, ça c'est au kilomètre 71, donc on est à 120 km de l'arrivée encore. On a la Houppe,
1 km 8 à 4,7 de moyenne. Et puis ensuite une petite pause. De nouveau, un enchaînement à partir du kilomètre 95,5 avec le hameau des Papins, 1 km 2 à 6,3 de moyenne, enchaîné avec le Bourliquet et le Mont-Saint-Laurent. Le Bourliquet, 1 km 3 à 6,2 de moyenne et le Mont-Saint-Laurent, pavé, 1 km 2 à 7,3 de moyenne. Ensuite, de nouveau, une petite pause, on va dire, d'une dizaine de kilomètres, mais une pause assez légère. Et puis on arrive au kilomètre 120 à peu près, avec l'enchaînement, vous voyez assez mal à cet endroit-là, c'est le Kreuzberg, donc qui est un secteur pavé de 1400 mètres, enchaîné avec la côte de Auton, 1 km 2 avec 3,1% de moyenne, des pourcentages max à 9%, en sachant que les pourcentages maximum, c'est sur le Mont-Saint-Laurent, donc 17 max, et le hameau des Papins, on est à 16,2% au maximum. Et puis ensuite, on attaque les deux dernières côtes. C'est la côte du Trieux, 1 km 2 à 7,1 de moyenne, au km 127,5. Et donc au km 135, le Kreuzberg, à ne pas confondre avec le Kreuzberg, il y a une lettre de différence, 1 km 2 à 4,9 de moyenne. Et puis ensuite, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Alors oui, il y aura bien un dernier secteur pavé qui est donc le Birbostrat, qui donc au km 163, mais qui n'est pas très difficile, assez court. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur ces 68 derniers kilomètres, quasiment, il n'y aura pas grand-chose. Et puis il y aura un circuit pour finir autour de Kuurne, donc avec 2 tours à faire, enfin 2 passages sur la ligne d'arrivée à faire sur ce circuit final à Kuurne. Vous pouvez le voir. Il y a, sur la première partie, c'est très facile, assez roulant, il n'y a pas de grandes difficultés. Et puis voilà, il y a une seule portion, on va dire, qui se situe à 4-5 km de l'arrivée, où là vous allez avoir un enchaînement de virages. Et puis le dernier virage aussi, auquel il faut faire attention. Cette dernière épingle, parce que la relance, elle est importante pour le sprint final. Donc on a 2 zones importantes sur la course. Du côté de la météo, alors que là je vous montre la carte du parcours, eh bien on aura de la pluie avec on va dire un crachin, plus qu'une grosse pluie, 6 degrés au mieux, avec un vent d'est entre 20 et 40 km/h. Donc vent d'est qui va frapper de cette manière-là. Donc vous voyez sur la première partie de course, il sera plutôt de face jusqu'au Lappelstraat. Ensuite, il sera de côté. Puis, à partir du hameau des Papins, eh bien, on aura des portions avec vent de dos. Même dans certains secteurs, ils seront de dos ou de côté. Et puis, il faudra se méfier sur la dernière partie de course, à partir des 50 derniers kilomètres, parce que comme on a du vent qui va venir comme ça veut dire qu'il sera 3 quarts d'eau. Et donc, ce vent qui sera quand même entre 20 et 40 km/h pourrait faire des dégâts dans cette dernière partie de course avant l'entrée sur le circuit final. Pour le sprint, il faudra faire attention, le vent sera plutôt de face sur le circuit final du côté du sprint, donc il faudra faire très attention dans cette dernière portion. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Du côté du palmarès de cette épreuve, première édition en 1946, Henri Delmuil qui s'était imposé devant Arthur Montmorency, pas comme la commune de Montmorency, et Albert Papeux. Ça, c'était en 1946. Parmi les vainqueurs importants de cette épreuve, eh bien, on a Papy Lefebvre qui s'était imposé, Papy Mougeot Lefebvre, en 1978. Il avait battu Ludo Delcroix et Walter Plancart en 78. Walter Plancart qui s'était imposé en 79, mais également en 73. Roger de Vlaminck en 70 et 71. On a également Franz Verhagen en 75 et 76. Du côté des vainqueurs étrangers, on a Jan Raas en 1980 et 83. La course a été également à plusieurs reprises annulée à cause des conditions climatiques comme sur le Het Nieuwsblad. C'était le cas en 86, en 93, mais également en 2013 à cause de la neige. Parmi le seul vainqueur français, c'est Frédéric Moncassin, c'était en 95. Il avait fini deuxième en 96 et Stéphane Barth avait fini deuxième en 97 derrière un certain Johan Mousseou. Jan Kirstipou s'était imposé en 2002, Tom Boonen en 2016
en 2007, pardon, et en 2014. On a également de Nick Nuyen en 2006. Il avait gagné également en 2009. Tom Boonen, je ne sais plus si j'ai dit en 2009. Du côté de Tom Boonen, c'est 2009 et 2014 pour 2009 pour Tom Boonen, avec 2007 également. Je vais y arriver. Parmi les derniers vainqueurs, eh bien Tom Boonen en 2014, nous avons Mark Cavendish en 2015, Jasper Stuyven en 2016, Peter Sagan en 2017, Dylan Groenewegen en 2018, Bob Jungels en 2019 qui avait fait un sacré numéro, Casper Asgreen en 2020, Mats Pedersen en 2021 qui était revenu dans un groupe à l'arrière dans les 15 derniers kilomètres avec Anthony Turgis notamment, Fabio Jacobsen en 2022 et puis Tige Benoot en 2023 devant Nathan Van Hooydonk, le désormais coureur retraité, et Matej Mohoric. Du côté de la liste de départ, eh bien, nous avons pas mal de grandes équipes. C'est vrai que c'est certes pas une épreuve World Tour, c'est une épreuve Pro Series, mais on a quand même un très très beau plateau. Et ça commence avec la Visma Lease Bike, avec Tige Benoot, Van Aert, Van Baarle, Laporte, Jorgensen. Il y a du beau monde. Et puis Per Strand-Hagenes également, le Norvégien. Du côté de la Soudal Quick-Step, on a Casper Asgreen, Lampart, Lamperti également, qui sera au départ. Du côté de la Lidl Trek, on aura Jasper Stuyven, Dan Houle, ou encore Jonathan Milan et Edward Thun. Du côté de la Bora Hansgrohe, on aura Bob Jungels. On aura également Nico Dens et Jordi Meeus. Du côté de Arkea, on aura Arnaud Démare, Florian Sénéchal, ou encore Miles Scottson. Du côté de Decathlon AG2R, la Mondial Team, Edvald Boasson-Hagen avec Pierre Gauthera. Ou encore Oliver Nezen. Du côté de la Bahreïn Victorious, Matej Mohoric sera au départ avec Pasqualone et Fred White. Du côté d'Intermarché, Vito Braet, Binyam Girmay, encore Madis Michels avec Hugo Page. C'est-à-dire qu'on pourra emmener un sprint, surtout qu'il y aura à la fois Girmay et à la fois Tyson dans cette équipe. Du côté d'Alpecin de Koning, Jasper Philipsen avec également Lars Boven. Du côté de la Groupama UDJ, Lewis Heskey avec également Laurent Spiti et Clément Russo. Du côté de la UAE, Team Emirates, Tim Willems avec Serge Bax, également Hodge, Wodeg, on ne sait jamais comment on doit le dire, et Neil Spolit. Du côté d'Astana, Chesbol avec Fedorov et Luchenko. Et Hidej Canning également dans cette équipe. Du côté de la DSM, de Gen Kolb avec Kevin Vermarke, l'américain qu'on a vu en forme sur le Tour des Alpes-Maritimes. Du côté d'Ineos Grenadiers, on aura Kim Hayduk, Puccio ou encore Cameron Vert. Du côté de la Lotto Destiny, on aura Jasper De Beust ou encore Alex Segart, le Belge. Du côté de la Cofidis, Axel Zinglé ou encore Alexis Goujard. Du côté de la Total Energy, Lucas Boniface avec Sandy Dujardin ou encore Anthony Turgis. Du côté de la Jayco Alula, Luke Durbridge avec Max Walscheid, je vais y arriver, et Campbell Stewart. Du côté de la Movistar, Lascano avec Nosgard et Garcia Cortina. Du côté de la Team Flanders, Kamel Bonnieux sera au départ avec Victor Vercoudi au dossard 197. Israël, première tech, Guillaume Boivin avec Hofstetter, Neylands et Riley Sheehan avec également Ethan Vermeulen. Et Jack Stewart aussi, qui a une belle équipe chez Israël. Du côté d'Uno X, Christophe Varechkjold, également Rasmus Stiller. Du côté de la Bingol, on aura David Persico, Nathan Van de Pitte ou encore Louis Boulouveux. Du côté de la Q36.5, Tobias Luvinson avec Rory Tozon, l'ancien champion d'Irlande, ou Yannick Stemle. Et puis la Tudor viendra avec Tom Bolly ou encore Matteo Trentin et Marius Mayhofer, comme la veille sur le Het Nieuwsblad. Du côté de mes favoris, je rappelle que nous sommes donc le 22 février, donc la liste de départ peut évoluer d'ici le départ dimanche. Les favoris, j'ai mis Christophe Laporte, parce qu'on sait que c'est un parcours qui lui convient bien, parce que là il n'y aura pas Van Aert au départ, et qu'on sait très bien que Christophe Laporte, il n'est déjà pas passé loin de la victoire. Si, il y aura Van Aert, pardon, j'ai dit une bêtise, il y aura Van Aert, mais Christophe Laporte n'est pas passé loin de la victoire sur cette épreuve il y a quelques temps. Philipsen, il aime bien les pavés, mais surtout en cas de sprint, c'est le meilleur au monde aujourd'hui, Philipsen, donc il va être dur à battre. Et puis j'ai mis également Mohoric, qui arriverait à sortir dans le circuit final, parce qu'il a été quand même très impressionnant sur le Tour de la Communauté de Valence. Du côté des grosses cotes, des coureurs à suivre,
J'ai mis Luc Lamperti parce que j'attends de voir ce que ça va donner l'américain sur un parcours de ce type. J'ai mis Baroncini également du côté de chez UAE. Et j'ai mis bien entendu Anthony Turgis. Là aussi, le début d'année n'a pas été simple, comme du côté de Julien Lafilippe, du côté d'Anthony Turgis, avec le fait qu'il n'y ait pas d'invitation, pas de Milan-San Remo. Pas la plupart des grandes courses belges, par exemple, n'ont pas invité la Total Energy. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu dur à vivre du côté d'Anthony Turgis. Les horaires, le programme télé, eh bien ça sera sur Eurosport 2 à partir de 14h30 dimanche. Pour ceux qui veulent suivre la course, je ne sais pas à quelle heure ça sera sur la 1 et sur VRT du côté de la Belgique. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!